si tu veux bien parler de la recherche d'emplacement, hein, pour être très pratique, je crois savoir que sur l'étude d'implantation et de la validation du local, tu interviens à tous les niveaux. En tout cas, tu as une force de vente développement, mais c'est toi On est une équipe de développement composée de 4 personnes, réparties sur tout le territoire national, et on ne laisse jamais un franchisé signer un pas de porte tant qu'il n'a pas été validé par le franchiseur. On préfère ne pas faire plutôt que faire dans ces conditions-là, puisqu'il est obligatoire que le franchiseur valide le pas de porte. Alors, le franchisé peut trouver le pas de porte, et on va le voir avec lui, mais nous on peut participer, et on participe dans la majeure partie des cas, à la recherche du pas de porte avec lui, ou chacun de son côté. Mais dans tous les cas, on le valide, c'est indispensable. En général, le franchisé est un opticien, alors c'est pas du tout péjoratif, mais c'est pas du tout son boulot de trouver le pas de porte. Il ne va pas forcément avoir en tête les critères qui nous correspondent, à savoir, nous on recherche un pas de porte qui fasse au minimum une centaine de mètres carrés, avec une belle façade, un emplacement stratégique. Donc, lui, ce qu'il va considérer comme un bon emplacement, nous on va le considérer comme un mauvais, donc c'est pour ça que dans tous les cas, on valide l'emplacement, c'est une condition sine qua non à la signature du bail. D'accord, donc ça arrive forcément chez toi. Absolument. En succursale, on a plus de poids qu'avec un franchisé. Il faut dire que le bailleur va voir le franchisé, pas d'un mauvais œil, mais tout comme, parce que le franchisé c'est un commerçant indépendant, qui peut être source de problèmes en ne payant pas son loyer, en ne voulant pas adhérer à l'association des commerçants, en créant une sorte de révolte si besoin il y a dans le réseau. Donc les bailleurs vont dire la franchise, oui, mais si vous pouvez faire du succursalisme, on préfère. C'est pour ça, dans notre secteur d'activité dans l'optique, que le groupe Grand Vision dans les années 90 s'est développé à grande vitesse, puisque eux, c'était du succursalisme. Ils prenaient des grandes surfaces en prenant des magasins de 300 mètres carrés, ils arrivaient avec 3 ou 4 enseignes. Donc effectivement, les bailleurs les préféraient à nous. Donc, et en gros, c'est moins moins compliqué de signer qu'un succursaliste. Ah oui, ça c'est sûr. Alors là, tu n'es pas obligé de répondre. Ouais. Peut-on faire des deals? Alors les deals, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te donne tel emplacement dans tel Et tu me prends un autre. Et tu prends c'est exactement ça. En centre commercial. Ouais. Ça existe ou pas? Évidemment que ça existe. Ça existe en succursale, en franchise c'est beaucoup plus compliqué parce que le local qui va nous proposer dans une petite galerie au fin fond de la France, c'est mon franchisé local. Moi je vais le proposer à mon franchisé local et le bailleur qui me dit tu me prends celui-là mais il faut que tu me prennes l'autre. Mon franchisé local, il n'est pas tombé de la dernière pluie, il m'a dit ton centre commercial il vaut rien, j'en veux pas. Donc je ne vais pas pouvoir le prendre à sa place, donc du coup le deal il tombe à l'eau. En succursale c'est beaucoup plus simple, en franchise c'est beaucoup plus compliqué. On sait que l'optique, il y a 11 000 ou 13 000 opticiens en France selon les sources, pour 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a un blocage ou pas? Quand elles peuvent bloquer, elles bloquent. Et là, tu as une solution toi? Non. Comment tu fais pour matcher ta recherche de local et ta recherche de franchisé? Tu trouves le local d'abord, puis ensuite tu choisis ton franchise dedans, ou tu fais l'inverse? J'essaye de faire en sorte de combiner les deux, mais c'est pas forcément évident. En général, j'ai souvent le franchisé et pas le local. Quels sont les profils de tes franchisés? On a parlé tout à l'heure tous les deux qu'en fait tu évitais d'avoir des non-opticiens, des non-diplômés. On est souvent contacté par des investisseurs qui se disent le loup c'est sympa, ça marche bien, ça gagne de l'argent, une belle notoriété, tout ça, ça nous plaît bien, mais qui connaissent rien au métier de l'optique. Et dans ces cas-là, on refuse systématiquement, on n'a affaire qu'à des opticiens diplômés d'une école d'optique. On est très familial comme structure, si je puis dire, dans la franchise, puisque nos premiers franchisés sont toujours là. Donc, qui sont nos franchisés? Ça peut être les enfants de franchisés, les franchisés qui ont atteint l'âge de la retraite, où on peut avoir nos ras-le-bol, prennent leur retraite et c'est les enfants qui reprennent. Ça peut être très souvent aussi les collaborateurs de magasins qui ont travaillé durant quelques années avec leur patron, avec qui la franchise plaît bien et qui décident à leur tour de franchir le cas. Ça, on en a une multitude de franchisés dans ce cas-là. Ça peut être des opticiens sous notre réseau qui décident de partir pour une raison ou une autre et qui décident de nous rejoindre. Ok, les multifranchisés, je sais que tu as dans ton réseau, contrairement peut-être à d'autres concurrents, tu as beaucoup de multifranchisés. 50% des franchisés ont un magasin. Donc, voyez, et on a quelques franchisés qui ont plus de 10 magasins. On n'est pas un frein au développement avec nos franchisés, sauf si on a des problèmes de respect de politique commerciale. Mais enfin, si tout se passe bien, on n'est pas contre à ce que nos franchisés se développent.
et ou de nombreux magasins. Mais je crois qu'on avait parlé il y a quelques temps, tu m'avais dit, moi les business plans, je ne laisse pas les développeurs le faire. Non. C'est moi qui les fais. Tu confirmes? Nous avons un droit, on regarde ce fait par nos franchisés, mais nous, au siège, j'en fais pour moi, pour me dire voilà ce qu'il peut faire comme chiffre d'affaires, mais ce n'est pas un document que je vais remettre à mon franchisé. Tu remets absolument rien, même pas une trame avec des chiffres moyens, des ratios moyens. Non, ça nos juristes nous ont strictement interdit de le faire, parce que si jamais il se plante, c'est toi qui as fait le business plan, donc il peut se retourner contre toi. Donc on n'en fait pas. Moi je le fais pour moi personnellement, mais et je peux. Alors le franchisé peut me transmettre celui qu'il a fait avec son comptable, et je compare. Et bon, on est grosso modo dans les mêmes lignes. Quoi. Ensuite, on va parler de la rapidité de décision parce qu'on a parlé tout à l'heure du local, mais c'est vrai que quand on a ce local et qu'on n'a pas le franchisé, il faut quand même à un moment donné qu'on se dépêche parce qu'on risque de perdre le bon emplacement. Quelle est pour toi l'importance de cette rapidité dans la prise de décision? On ne va pas faire du portage. Ce n'est pas du tout la politique de la maison. Donc on préférera perdre le pas de porte plutôt que de le garder, le porter et le porter X mois ou X années dans l'attente de le revendre. Donc on ne fera pas. Tu as le local, tu as le franchisé, ou alors tu peux le signer en succursale. Ouais. Comment tu fais? Tu bouges tout le monde à Aubervilliers ou... Oui, en succursale c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on a l'avantage de signer un pas de porte, enfin un emplacement sans condition suspensive de crédit bancaire. Donc là, effectivement, on gagne du temps, puis on a le service juridique en interne, donc effectivement ça va plus vite. En franchise, c'est beaucoup plus lent, même si on essaye d'activer les choses, mais on met plus de temps. Voilà. Donc là, c'est effectivement plus rapide et plus avantageux de signer en succursale. Les franchisés sont des commerçants indépendants, on n'est pas du tout associés avec eux. C'est pas nous qui allons financer ni leur pas de porte, ni leurs travaux, ni leur stock, enfin quoi que ce soit. Ils se débrouillent de leur côté, nous on ne finance absolument rien. Donc les franchisés se financent de leur côté, on les met encore une fois en rapport avec des banques. Et pour que le dossier passe, il faut que nos partenaires apportent au minimum 20 à 25% de l'investissement total. Sur un certain nombre de villes françaises, de plus en plus, une valeur de droit au bail qui augmente. Elle a vu baisser les 2 dernières années, mais elle a plutôt tendance à augmenter en ce moment. Comment tu vois les choses et comment tu essayes de contourner un petit peu cet obstacle du droit au bail qui sont souvent très élevés? On négocie au maximum les droits au bail. Mais parfois, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a obtenu, donc il est indispensable d'avoir des franchisés, des partenaires qui aient des moyens financiers assez importants pour pouvoir faire, parce qu'il n'y a pas que le droit au bail, il y a surtout les loyers maintenant qui deviennent très lourds, notamment dans les centres commerciaux. Donc si vous n'avez pas un partenaire financier qui a des reins solides, vous allez au casse-pied tout de suite. Donc on n'a pas le choix. En termes de développement, c'est ce qu'on privilégie maintenant, c'est que les retail parks se développent beaucoup. On y a tous les avantages du centre commercial sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a des superficies beaucoup plus grandes qu'en centre commercial, puisqu'on peut avoir des 200 mètres carrés. On a des loyers qui sont nettement plus faibles, puisqu'on tourne entre 100 et 200 euros du mètre carré, alors que dans un centre commercial, ça peut être 6, 7 ou 800 euros du mètre carré. On n'a pas forcément de droit au bail ou de droit d'entrée. Voilà, donc le retail park, on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les contraintes d'ouverture. Donc nous, on se développe beaucoup dans les retail parks. On a 80 magasins en retail park et maintenant, on se développe essentiellement en retail park. On laisse tomber le centre-ville, enfin, pas de manière catégorique, mais on regarde beaucoup moins le centre-ville maintenant, puisque les centres-villes sont devenus absolument insupportables en termes d'accès, de parking. Voilà, les gens ils supportent plus. J'étais à Montpellier avant-hier, j'ai failli rater mon train, on a mis 1 heure pour faire 2 km, donc les gens ils en peuvent plus. Mais ça fait 20 ans que Montpellier est en travaux. Alors, il arrive sans doute que tes franchisés ne tiennent pas leur emprunt. Ouais. Quelles sont les raisons majeures? L'apport qui n'est pas forcément suffisant, tout simplement. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, il faut pas présenter le dossier. Mais oui, mais on pensait que ça allait passer, et puis à l'heure actuelle, je ne fais pas un topo sur les banques, elles prêtent très difficilement, donc il faut vraiment un dossier béton armé pour que ça passe. Donc en général, quand nous on pensait que ça allait passer et que ça passe pas, c'est que la banque se montre plus réaliste que le roi, si je peux dire, et devient très exigeante. Donc dans ces cas-là, c'est pas moi qui vais financer, donc dans ces cas-là, soit on trouve une autre banque, soit on laisse tomber. Pour le franchiseur, c'est indispensable, c'est primordial d'être sur les Champs-Élysées. Un franchisé n'aurait pas les moyens financiers d'acheter le droit au bail. Alors nous on l'a acheté il y a
20 ans, donc ça n'avait pas la valeur que ça a maintenant, loin de là. Nous, c'est un magasin avec lequel on gagne de l'argent, contrairement à beaucoup de magasins, enfin d'anciennes présentes sur les Champs-Élysées. Donc c'est sûr que ce style d'emplacement-là, les Champs-Élysées sont vraiment un cas à part, mais les gros centres commerciaux, il faut avoir des franchisés qui aient l'air insolides pour pouvoir tenir, c'est surtout au niveau du loyer, quoi. Moi, franchiseur, je ne peux pas aller m'y installer et encore moins installer quelqu'un d'autre. Donc, si l'emplacement est rentable à Poitiers ou à Carcassonne, c'est forcément le franchisé qui le fera. Le franchiseur ne pourra le faire que dans les villes dans lesquelles il est déjà installé. Le droit au bail ou le droit d'entrée maximum pour un franchisé, c'est quelque chose que tu as évalué? En général, alors nous, succursales, on a moins de problèmes évidemment. On est capable de mettre 500, 600, 1 million ou voire plus dans un pas de porte. Pour un franchisé, ça sera plus délicat. Les contraintes des succursales, on va en parler un petit peu parce que il y a des avantages bien sûr, mais aussi des inconvénients. La ressource humaine gérée par la tête de réseau, est-ce que c'est réellement une contrainte, là, ce vivier, ou est-ce que c'est un vivier de futurs franchisés? On a des salariés de magasins succursales qui sont devenus franchisés, donc c'est très intéressant pour nous, enfin pour le franchiseur. Nous, on part du principe qu'un franchisé sera toujours meilleur qu'un responsable de magasin, parce que le franchisé, il aura investi son argent dans le magasin, il ne comptera pas ses heures, alors que le responsable de magasin, même tout dévoué qu'il est, au bout d'un moment, à 10h du soir, il arrêtera de bosser, quoi, hein. Donc, alors que le franchisé, il peut être là à 6h et terminer à minuit. C'est son argent qu'il investit. Donc, et on le constate. Dès qu'on a, alors nous on a 80 magasins succursales, on achète, on vend, et dès qu'on vend un magasin à un franchisé, on se rend compte très vite que les chiffres d'affaires augmentent en flèche, hein. On a cédé il y a quelques années Créteil-Soleil. Créteil-Soleil, le magasin de Créteil-Soleil, c'est un gros centre commercial. On avait un magasin qui faisait plus d'1,5 million d'euros. Le franchisé, au bout d'une semaine, il a battu le record jour. Donc voilà. Alors nous, le magasin, il était là depuis 10 ans. Idem à Vélizy. Donc nous, dès qu'on peut vendre un magasin, on le vend parce qu'on sait que le franchisé fera en général plus de chiffre d'affaires que le franchiseur. Le compte d'exploitation d'une succursale est-il le même que celui d'un franchisé? Alors évidemment, je pense à la masse salariale. Il n'est pas du tout le même, puisque la succursale va avoir une masse salariale beaucoup plus importante, peut avoir des frais de siège qui sont incorporés dedans, donc le compte d'exploitation, et va avoir effectivement les salaires pour motiver les gens. Il n'y a pas 36 manières, il faut les payer. Donc la masse salariale va être effectivement plus lourde chez une succursale que dans un franchisé. Chez un franchisé. Ça peut être 5%. Oui. Voire plus. Ouais. Nous, on est de la franchise. On a toujours mieux su faire de la franchise que du succursalisme. Le succursaliste, on l'a toujours fait par défaut parce qu'il y avait un franchisé qui voulait vendre et on ne voulait pas perdre les magasins. Un franchisé qui nous devait de l'argent, donc on a récupéré les magasins. Donc ça n'a jamais été, on l'a jamais fait de gaieté de cœur. Alors maintenant, on s'est structuré, on arrive à avoir une société succursaliste qui gère 80 magasins, qui en crée d'autres qui en vendent. Donc dès qu'on peut vendre des magasins, effectivement, on en vend. Le succursaliste est content puisqu'il s'allège de certains magasins. Le franchiseur est content puisque le nouveau franchisé, en général, va faire un chiffre d'affaires plus important, donc va payer plus de royalties. Moi, je me rends compte chez certains de nos clients que, en fait, les franchisés n'aiment pas beaucoup les succursales. On dirait que dans les succursales, c'est sale, ils savent pas bosser. C'est un peu ça aussi chez vous? Non, au contraire. Les succursales sont censées être des magasins de pilote où est appliquée la politique commerciale. Donc nous, on encourage nos franchisés à venir voir comment on fonctionne dans les succursales. Donc on n'a pas cette relationnelle entre les franchisés et les succursales, ça se passe plutôt bien. Dans les contrats de franchise, on a un droit d'agrément, donc on doit valider les nouveaux franchisés, et surtout on a un droit de préemption, comme les bailleurs dans les baux. Donc on peut se subroger à l'acquéreur si pour une raison ou pour une autre on n'acquérait pas le nouveau franchisé, et si l'emplacement pour nous, succursale, nous plaît, qu'il est primordial pour l'avoir. Et sur le prix de cession, vous donnez un avis Ah ben oui, les franchisés nous questionnent de savoir combien valent leurs fonds de commerce, on leur donne la valeur qu'on estime la bonne, et après eux décident de vendre à ce prix-là ou pas. Mais après, nous on est tiers, si je puis dire, tiers partie, et on pourra éventuellement agir si on décide d'acquérir le fonds de commerce via le droit de préemption. Ça c'est très important de l'avoir dans un... Nous on s'est fait avoir à ce niveau-là, parce qu'on n'avait pas de droit de préemption, on les a mis dans
contrat de franchise il y a une dizaine d'années et on a perdu comme ça nos magasins nantais qui ont été achetés par un concurrent et depuis c'est très dur, surtout dans les centres commerciaux, pour rentrer dans les centres commerciaux, on rame. Donc du coup on s'est fait avoir une fois, donc du coup maintenant, droit de préemption partout et si c'est intéressant, le succursaliste préempte. D'ailleurs le problème à l'heure actuelle avec les banques qui prêtent de moins en moins, c'est qu'elles préfèrent financer un rachat de magasin plutôt qu'une création. Et puis les jeunes qui s'installent à l'heure actuelle, ils préfèrent racheter aussi quelque chose, ça les rassure, que de partir de zéro en créant tout. Le marché de l'optique est quand même en pleine expansion. Grosso modo, on ouvre, nous, une trentaine de magasins par an en France, ce qui est, en termes de développement, on est les moins bons. Il faut dire ce qui est par rapport à nos oui, mais par rapport à nos confrères opticiens, Général d'Optique et compagnie, qui ouvrent une 70 magasins, qui ouvrent alors essentiellement l'inverse de nous, du succursalisme, qui ont des moyens illimités, qui ouvrent beaucoup de magasins. Nous, on en ouvre moins, mais bon, pour l'instant, on n'est pas trop confronté à ce cas de figure. On avisera le moment venu, mais c'est vraiment pas dans la politique de la maison de financer le développement de nos partenaires franchisés. Encore une fois, on préfère ne pas faire plutôt que financer. C'est vraiment pas notre politique à nous.